Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, l'Afterlap épisode 102, spécial Grand Prix d'Italie 2021. Et un fameux clash dont on parle beaucoup, on va en reparler avec notre invité Tristan Govandi. Salut Tristan. Salut. Alors comme d'habitude, cet épisode est à retrouver en deux façons, deux manières. Audio, classique podcast sur afterlap.com et sur toutes les plateformes usuelles. C'est effectivement le podcast du Sport Auto que vous retrouvez, mais on le sait depuis bien longtemps, on essaye de faire des petites déclinaisons vidéo. Et là, je le dis aujourd'hui, il y a un petit changement puisque nous apparaissons tous les deux sur la même image. Voilà, Tristan, mais c'est comme ça que ça se passe, un épisode de l'Afterlap. Avec Tristan qui m'accueille toujours très gentiment. Et Tristan, ça te fait là ton 3e épisode consécutif avec ces 3 grands prix qui se sont enchaînés. Tu nous auras fait le grand chelem de la rentrée. On t'en remercie. Bon. Avec plaisir. Alors je te rappelle les épisodes précédents. Un grand prix de Belgique noyé et qui restera dans l'histoire comme un grand prix qu'il faut oublier en quelque sorte. Un grand prix des Pays-Bas génial avec une ambiance de feu. Je me suis même aperçu après, sache-le, qu'il y avait le roi des Pays-Bas qui était là. Ce qui me fait me renforcer dans mon sentiment que Verstappen, il a été fabuleux parce qu'il a su résister à toutes les pressions et vraiment, c'était celle de tout un peuple. Et puis un Grand Prix d'Italie, où là donc, en quelque sorte, c'est l'apothéose et on a de nouveau un accident entre les deux protagonistes qui fait parler. Bon. T'es d'accord pour commencer dans le vif du sujet ? Allez, on va improviser. Bon, alors, l'enregistrement se fait en direct live, ça c'est sûr. On est au 26e tour à Monza. Depuis quelques tours, Ricciardo s'est arrêté, on va en reparler, parce qu'évidemment, tout le monde sait que McLaren et Ricciardo ont gagné, mais quand même, donc il s'est arrêté. Verstappen s'est arrêté dans la foulée, ça s'est très mal passé. Et puis Hamilton s'arrête un peu plus tard, et c'est en ressortant des stands que Hamilton voit dans ses rétros, sans doute, Verstappen arriver derrière lui, même si moi, dans un premier temps, il me semble quand même assez loin. Et puis on a tous vu les images. Verstappen tente de faire l'extérieur, qui pourrait se transformer en intérieur à la deuxième partie de cette chicane, et il lui monte dessus, littéralement, et donc les deux sont dans le bac à gravier, avec plein de conséquences. Tristan, allons-y, direct. Qu'as-tu pensé de cette phase de course ? Y a-t-il des responsabilités ? Donne-nous ton avis, c'est parti. Les responsabilités, bon, déjà tout d'abord, il y a eu une décision qui a été prise des commissaires, donc là, il y a une responsabilité officielle. Bon, ça c'est la première chose. Après, il faut, je pense, remettre dans le contexte. C'est toujours pareil. On est dans un contexte qui est très tendu avec les enjeux qu'on connaît. Plus les courses passent, plus on se rapproche de la fin de saison. Donc évidemment, chaque point est très important. Et on sent que des erreurs, même des équipes qui sont pourtant extrêmement rares, que ce soit de Red Bull au moment du pit stop avec Verstappen. Il perd un nombre de secondes hallucinant, oui. Parce que c'est de l'ordre de 10 secondes. 11 secondes au total. C'est ça, ouais. Donc j'allais dire 10 secondes et des brouettes là, mais c'est énorme, c'était jamais arrivé. Donc je pense qu'il y a une fébrilité aussi de la part de l'équipe. Et puis ce qui devait être évident, c'est qu'Hamilton ressorte devant Verstappen avec autant de temps perdu au moment du pit stop. Finalement, l'incroyable déjà là se passe, c'est que le pit stop d'Hamilton se passe mal également. 4 secondes 6, ce qui est au standard actuel, donc, c'est une catastrophe aussi. Oui. C'est le double de ce qui se fait habituellement. Donc il y a une conjonction, mais tu as raison de le dire, il y a une conjonction qui fait qu'ils vont effectivement se retrouver côte à côte, ce qui aurait pas dû arriver. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Les deux, l'un déjà est en train d'hurler à la radio parce qu'il est pas content de ce qui vient de se passer au pit stop, donc il est à la fin de son tour de sortie. Et là, je pense qu'il n'ose pas y croire. Soit on l'informe, soit il le voit. Il voit Hamilton ressortir devant lui. Alors qu'il pensait que c'était plié. Oui. Hamilton, lui, sort des stands. Il faut aussi se mettre dans un contexte, même si c'est généralement, il est plus calme que Verstappen. Mais il n'empêche que lui, il se rend bien compte qu'il a perdu un temps de fou aussi dans son pit stop. Donc lui, il se dit, merde, tous les efforts que j'ai fait là, il va falloir que je recolle, faut que j'attaque, voilà. Finalement, il sort des stands. Là aussi, je pense qu'on l'informe dans la foulée. Le team s'attendait pas à ça. Et les deux, quand même, truc de fou, les deux mecs, avec 2 pit stops pourris, se retrouvent au bout de la ligne droite, ensemble. Ah ouais, non, mais là, c'est vrai qu'il y a un signe du destin, je sais pas. Là, mais oui, c'est incroyable. Ça devait pas arriver, effectivement, c'est arrivé. La probabilité pour que ça arrive, elle était, franchement, quasiment nulle. Elle est d'autant plus forte que
Impossible de calculer que si l'un va perdre 15 secondes, 11 secondes et l'autre 4, ça va être... Eh ben si, c'est exactement ça en plus. Et donc, ça c'est ce qui fou. se passe. Ouais. Bon, ok. Donc, tant mieux pour nous. Belle course, impeccable. Bon. Il n'empêche que les deux loustics sont dans un état psychologique extrême dans leur tête. Et les deux se disent, mais comment je vais faire? Et là, ils se retrouvent. Hamilton a quand même l'avantage, clairement, au freinage. Alors, même si on dit largement, mais largement, on parle au moins de 5-10 mètres quand même. Les deux vont freiner très tard. Enfin, il y en a un qui va freiner particulièrement tard quand même. Alors, moi, je fais partie de ceux qui ne s'attendaient pas à ce que Verstappen arrive à pratiquement se mettre à la hauteur. Je dis bien pratiquement, parce qu'il n'est pas à la hauteur, faut pas exagérer. Mais il arrive quand même. Oui, il m'a surpris. Là, il me dit, il y arrive presque, quoi. Et je pense que et personne s'y attendait, et Hamilton non plus. Donc, à aucun moment d'ailleurs, il arrive à se mettre côte-côte. Non. Et à un moment donné, ça, quand même, il est toujours en retrait. Il est toujours derrière, oui. Mais ne serait-ce même que d'aller se mettre à côté, ou quasiment côte-côte, là déjà, j'allais dire physiquement, techniquement, Hamilton a freiné hyper tard, laisse beaucoup de vitesse dans le premier. Lui, il s'engage à faire l'extérieur, mais c'est clair. Enfin, après, chacun son avis, mais ça me paraît assez clair qu'il fait une manœuvre. Je pense qu'il en croit pas ses yeux quand il voit Hamilton sortir devant lui. C'est malgré tout serré. Il se dit, il sort des stands, il a pas le droit de crosser la ligne blanche qui va assez loin à Monza. Oui, c'est vrai. Donc il se dit, et c'est vrai que il a quasiment une porte ouverte sur le côté gauche, mais enfin une porte ouverte 10 mètres derrière, quoi. Donc il se dit, c'est lui, il doit prendre une décision comme tous les mecs, ils prennent une décision en une fraction de seconde, et lui il se dit, j'y vais. Voilà, point. Et on sent qu'à un moment donné, on connaît Verstappen, oui. Il est obligé d'y aller. Il a pris la décision à un moment donné d'y aller. Bon. Voilà, coûte que coûte. Voilà. Et donc il y va. Oui. Et là, t'es comme moi, tu te dis, ça passera pas. Bah non, mais jamais de la vie. Voilà. Non, mais jamais de la vie. À partir du moment où il prend la décision d'y aller, c'est foutu. Jamais de la vie. Ou alors, il aurait vraiment fallu qu'Hamilton soit safe, la fleur au fusil, en train d'aller chercher la baguette, quoi. Voilà. C'est impossible. Non, mais. Bah oui. Donc l'autre, il se rend bien compte. C'est certain que les deux mettent de la vitesse. Enfin, Hamilton est clairement devant. Lui, il veut essayer l'externe. Donc, en plus, pas sur la bonne trajectoire. Bon, je veux pas dire que c'est dégueulasse, mais bon, forcément, c'est quand même moins facile. Et le Hamilton, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Non, mais franchement, l'autre, il est en retrait. Que ce soit de 20, 30, 40 à 1 mètre, à un moment donné, l'autre, il est en retrait. Hamilton, lui, il avait déjà mis toute la vitesse qu'il pouvait dans le premier. Et c'est normal, pour garder cet avantage. Et l'autre, il se retrouve, il le voit, et très tôt dans le virage, très tôt, au point de corde du premier droite, là, Hamilton, de par quand même l'envergure des autos, il y a quand même pas 36 000 places. Donc si t'es pas côte-côte au moment de t'engager dans le premier, cette fameuse règle que je trouve ridicule, mais enfin bon, où tu dois laisser de la place à l'autre mec, je veux dire, Verstappen qui est quand même décalé, là franchement Hamilton, c'est un peu normal qu'il va pas forcer les choses pour quand même diminuer sa vitesse, laisser de la place quand l'autre il a pas à se mettre là. Donc franchement, dès qu'il passe le point de corde du premier droite, Verstappen, on le voit à la caméra embarquée, il a la gueule dans le vibreur. Et franchement, pour ceux qui connaissent Monza, et bon, j'imagine il y en a pas beaucoup, mais il y en a, je veux dire, les vibreurs, il y a une partie de vibreur qui est dite un peu normale, qui va monter de 20-25 cm, et puis après il y a un énorme, bon, nous on appelle ça un peu des bananes rouges là, qui sont vraiment très très importantes. Et on peut à très basse vitesse monter un peu dessus, mais jamais de la vie on y met le fond plat. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et là, il a la tronche dessus. Il peut pas faire autrement que d'y aller. Là où n'importe qui voit que ça passe pas, va couper à l'intérieur. C'est ça. Bon, il n'a pas pris cette décision. D'ailleurs, Hamilton l'a fait au départ. Bien sûr. Hamilton a coupé effectivement. La seule raison pour laquelle il y va pas, c'est que il avait décidé. Au moment du freinage, 20 mètres avant le virage, il avait décidé d'y aller
et de passer Hamilton là, Ouais. coûte que coûte. On est d'accord. Donc, la raison pour laquelle il va pas shortcuter la chicane, c'est si shortcut la chicane, il est obligé de laisser repasser et de concéder la défaite entre guillemets de cette manœuvre. Et qu'à un moment donné, bon bah la course repart, mais en tout cas Hamilton est devant. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il voulait. Pour moi, il y a une double faute, c'est que on l'a vu avec notamment Leclerc, c'est que même quand on relaisse passer derrière, avec le DRS, l'ASPI, il est repassé. Oui. Et là, je parle de Bottas avec Leclerc. Ouais. Et je pense que là, mais bon, on pense pas à tout ça, mais il n'empêche que la bonne décision, elle était quand même de couper la chicane au moment où tu vois que de toute façon la caisse elle va sauter sur le vibreur. Mais un enfant de 2 ans il le sait. À un moment donné, c'est tellement haut que tu sais que le fond plat il va y aller. Tu vas sauter, le Hamilton il peut pas disparaître. À un moment donné il est là. Et d'ailleurs, après, le fait de l'accident montre clairement l'avantage qu'a Hamilton, puisque c'est la roue arrière droite qui vient prendre la roue arrière gauche d'Hamilton et qui vient faire grimper la voiture. C'est quand même bien qu'il y a un décalage, et les pneus sont quand même assez gros, il y a un décalage au moins 1 mètre entre les 2 autos. Donc c'était fini. Lui, à un moment donné, il le savait. Mais d'un autre côté, bon, je pense que c'est des garçons d'un certain niveau, avec un certain caractère. Il avait décidé d'y aller. Oui, et avec une certaine bataille pour le titre mondial. Et il a continué sa stratégie jusqu'au bout, jusqu'au contact. Voilà. Donc tu viens de nous résumer parfaitement le contexte, je dirais, même mental de cette phase d'action. Maintenant, dis-nous-le franchement, c'est donc une faute de Verstappen. Verstappen, oui, pour moi, Verstappen est clairement en tort. Alors, si on veut chipoter et de savoir si Hamilton, mais qui est capable de répondre à ça? C'est impossible. Si Hamilton pouvait laisser 10 cm de plus en tirant un peu sur le volant, parce que forcément, il est du sous, il met de la vitesse le plus possible pour empêcher l'autre de venir justement se mettre à côté, je pense qu'Hamilton, il est déjà pendu sur le train avant, il est limite sur le sous. Alors, est-ce qu'il pouvait gagner 10 cm, 20 cm, 30 cm pour tenir sa corde un peu plus loin, pour lui laisser un tout petit peu plus de place? Mais enfin, premièrement, ça n'a aucun sens et personne n'est capable de répondre à ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été en retrait. Verstappen est en retrait milieu, entrée, milieu, sortie du virage, point barre. Donc c'était impossible que ça passe. Donc bon après voilà, moi ça c'est ma vision, ça l'engage que moi. Mais c'est pour ça qu'on est là avec toi. Alors deuxième question qui découle de la précédente. Es-tu énervé par cette manœuvre? Es-tu en colère? Es-tu scandalisé? Es-tu compréhensif quand même? Enfin, quand tu vois ça, tu as envie de lui dire quoi, Verstappen, alors? Que il a beaucoup de chance que les 2 voitures tombent parce que il suffisait qu'Hamilton puisse repartir, il marquait des points, c'est des points qui coûtent cher à la fin. Les 2 voitures tombent, à la limite ça se passe bien, et qui plus est quand on entend les déclarations sur le moteur d'Hamilton, ça se trouve il va encore bien s'en sortir, mais c'est une faute. Après c'est un coup foireux, c'est un coup tordu, c'est un attentat là, quand même un peu. Oui, là c'était un peu. Mais encore une fois, on en a parlé dans différents épisodes. C'est ce qu'on cherche tous. Bon, là, franchement, c'est à un moment, c'est pas clair. Il reste encore pas mal de tours. Tu te dis. La mi-course pile, 26 sur 53. Tu te dis une manœuvre désespérée comme ça. Tu te dis la fin de saison va être encore longue, hein, parce que si à chaque fois ils nous font ça. D'habitude avant c'était au dernier Grand Prix que ça se passait mal entre Prost, Senna ou Schumacher, Villeneuve par exemple, mais là ça se passe à 8 Grands Prix de la fin, t'as raison. Là c'est quand même, il reste quand même pas mal de Grands Prix, ça fait 2 fois qu'ils s'accrochent. Le premier, j'ai dit ce que j'en pensais. Là, bon, le Verstappen c'est quand même un peu suicide ce qu'il a tenté là. Et on n'était qu'à la mi-course, donc je veux dire il y a encore beaucoup de choses qui étaient possibles. Rien n'indiquait qu'Hamilton était plus vite que Verstappen. Non. Le moteur Mercedes, bon, c'est pas le moteur en lui-même. Enfin, quand on voit les McLaren clairement étaient plus vite en ligne droite. Et c'est vrai qu'en ligne droite, les Mercedes avaient beaucoup de mal. Oui. À chaque fois qu'ils tentaient un dépassement, et c'est arrivé sur plusieurs autos. Franchement, même quand ils se mettaient à côté, la voiture reculait en reprenant la charge aéro. Donc Verstappen avait. S'il avait la top speed,
franchement, il avait toutes ses chances pour tenter un dépassement sur Hamilton. Mmh. Enfin, en tout cas, une manœuvre comme celle-ci à mi-course, c'est assez révélateur de la tension du garçon. T'as raison. Ça veut dire qu'effectivement, il ne peut pas supporter perdre des points, enfin de ce qui va être de la perte de points par rapport à son adversaire. Bon, avec une pression gigantesque par rapport à un éventuel titre mondial qui effectivement lui tend peut-être les bras, mais c'est quelque chose que je comprendrais un peu plus s'il restait de Grand Prix. Ouais. Là, tu te dis chaque point, tu peux pas laisser l'avantage à l'autre à n'importe quel moment. Oui. T'es obligé d'aller au combat. Ouais. Qui plus est, quand t'as l'avantage en points au championnat, bon là faut pas te louper, parce que faut bien que les deux restent sur le carreau, parce que sinon t'es mal. Mais à 2 Grands Prix de la fin, allez, c'est jamais acceptable de toute façon d'aller au contact et de cracher 2 autos, mais ça pourrait un peu plus se comprendre. Et là, on est quand même loin encore de la fin. J'ai pas fait le calcul du nombre de points qu'il y avait encore à distribuer, mais il y en a encore un sacré paquet. Ah bah oui, il y a plus de 160 points, oui. Donc là, 8 Grands Prix, s'il fait ça à chaque fois, ça promet des belles courses. T'imagines la tension si ça devait vraiment se terminer en plus au dernier Grand Prix. Alors là, oui, j'ose pas imaginer le contexte pesant. Alors. Maintenant que tu as dit tout ça, et bon on a dit franchement, et globalement les commissaires là de Monza sont d'accord avec nous. Il y a quand même une pénalité qui a été affligée à Verstappen, 3 places de pénalité au prochain Grand Prix. Enfin bon, t'étais pas dans mon salon avec moi, mais ça c'est mais immédiatement quand ça s'est accroché, il y a pas d'autre. J'ai un peu gueulé sur le principe. Après j'ai pas de favori dans cette course au titre, mais là, c'était suicide. Non, mais franchement, alors, à la limite, il reste 4 tours, il reste 5 tours, il reste 2 Grands Prix. Bon, là, tu te dis, l'histoire de la fin est jalonnée de ce genre de, tu mets les roubignoles sur la table et tu dis, Inch'Allah, quoi. Ça, c'est le truc, le truc au dernier moment, quoi. Mais là, bon, tu te dis, faut se calmer, mi-course d'un Grand Prix qui est à 8 Grands Prix de la fin, c'est ça, oui. Quand même, quoi. Il y a un moment, tu te dis, mais là, va pas falloir faire ça chaque fois là quand même, mais bon. Donc voilà, les commissaires, je pense qu'ils ont pris une analyse. L'enjeu est suffisamment important et il y a des antécédents. Ils connaissent la tension qu'il y a, l'espace qui vient de se passer sur leur décision. Enfin, je veux dire, ils sont quand même eux aussi sur des charbons ardents. Je pense que ils ont très bien analysé, en tout cas comme ils le pouvaient, et ils ont essayé d'être le plus juste possible. Leur décision, de toute façon, la décision des commissaires, c'est celle des commissaires et elle n'est pas discutable en théorie, mais je suis là complètement d'accord avec eux là. Alors, dernier aspect de cet accrochage, c'est l'image qu'on a à un moment donné d'une roue de Verstappen qui vient quand même taper le casque d'Hamilton. Alors est-ce que effectivement rétrospectivement ça te fait un peu frémir, ou est-ce que quelque part faut pas paniquer non plus, mais enfin c'est vrai qu'on se dit il y a peut-être eu un peu de danger physique pour Hamilton, non? Ah non, mais dès qu'il y a un accrochage et qu'il y a une voiture qui sort, de toute façon en sport automobile, il y a un moment donné, il y a un danger, quoi. Là c'est une zone très très lente, il n'empêche qu'une voiture qui va sauter sur l'autre en monoplace, c'est jamais bon. Après, le grand débat, le halo, de toute façon, personne s'en plaint, il n'y a pas de mauvaise visibilité, il y a, donc de toute façon, c'est une bonne chose, point barre, il n'y a pas à discuter de ça. Maintenant, est-ce que ça lui a sauvé la vie? Moi, j'aime pas trop ce genre de discours, parce que ce qui vient de se passer là, ça arrive 100 fois par an en monoplace, ça s'accroche, et pourtant, parce que là évidemment on voit la roue et tout, mais il y a tout le train arrière de la voiture de Verstappen. Si à un moment donné il n'y a pas le halo, elle descend, elle va tomber sur le côté, il y a le fond plat qui va être sur l'arceau de la voiture. Enfin elle est estimée que ça a sauvé la vie d'Hamilton pour aller rentrer encore dans de la dramaturge comme ça. Oui. Je suis pas en désaccord avec toi. Ça devient un peu lourd. Ok, très bien. Maintenant, il est vrai que ça l'a quand même. L'autre, il a pris un coup sur le coin du robinet. C'est jamais bon. Il y a quand même des vertèbres et tout. De toute façon, c'est dangereux. Après, mais c'est clair, c'est dangereux. À un moment donné, il y a des ralentis où on voit une belle image quand même. Hamilton tête baissée avec la roue dessus. C'est clair que ce qui est en déduction de ça, ça a été ma première réaction. Et là, j'avoue avoir été stupéfait. Et c'est là que, alors, soit
Verstappen est un immense connard, ce qui n'est pas à exclure. Et il est comme ça. Ou je préfère privilégier la deuxième pensée, qui pour moi je trouve grave parce que quelle que soit la baston qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement Verstappen a sa voiture sur la tronche d'Hamilton. Oui. Hamilton est toujours dans la voiture. Oui. De l'extérieur comme ça, on peut pas juger. Non. d'Hamilton Oui. et de savoir s'il est OK à 100%, s'il y a une douleur, s'il y a quoi que ce soit. Et Verstappen, il sait très bien ce qu'il a fait. D'ailleurs, s'il était un peu énervé, il serait allé dire 2 mots à Hamilton pour lui dire quelques gentillesses. Ouais. Il passe à côté. Ouais. Il regarde Hamilton. Oui, il y a un coup d'œil, effectivement. Et il se casse. Sans se poser la question. Dire, bon, il y a le sportif, c'est une chose. Mais je trouve que n'importe quel, pour moi, grand champion, spontanément, naturellement, tu vas d'abord, naturellement, sans avoir autre réflexion de quoi que ce soit, naturellement voir l'autre pour dire, est-ce que t'es OK? Et une fois que le mec t'a dit je suis OK, tu peux après lui dire va te faire enculer. Voilà. Non mais donc oui, tu fais partie de ceux qui pensent qu'il aurait dû aller se pencher sur Hamilton. Et ça m'a choqué. Ouais, d'accord. Ça m'a vraiment choqué. Parce que là, tu te dis, dis donc. C'est sans pitié, oui. Gamin, c'est même pas. Non mais je veux dire, le sans pitié, il doit être sportif. Il le fait, il tente un truc, il s'accroche, les 2 caisses sont dans le bac. Bon, ça c'est sans pitié. Là tu te dis, ok d'accord. Non mais là, il y a la partie sportive, il y a la partie, là les mecs, ça y est, les 2 caisses sont dans le bac, c'est fini. Là, la course, c'est la fin, là. Ça y est, on arrête là. Bon, tu descends de la caisse, un minimum, tu vas t'assurer que l'autre, est-ce que ça va, tu vois. Et puis après, si tu veux, tu lui en colles une un peu dans le casque, gentiment. oui, tu lui montres que tu es pas content. Mais tu as fait le geste pour aller au moins, un peu tu as vérifié. Ouais. Parce que lui, il descend de la voiture, il n'y a pas de commissaire, il n'y a pas de machin. On sait rien, on voit que imaginons qu'il y ait, quoi que ce soit, qu'Hamilton, il soit touché aux vertèbres, j'en sais rien, oui, effectivement. Ça, par contre, c'est quand même un truc que je trouve quand même sacrément gênant. Humainement, c'est un truc sacrément gênant. D'accord. Ça me regarde, encore une fois. Mais c'est dit. Voilà. Pas de langue de bois dans l'afterlap avec Tristan Gomandi et on te remercie pour ces avis pertinents et assumés. Et je crois honnêtement qu'on ne sera pas foncièrement en désaccord avec tout ce que vient de dire Tristan. Non, je crois que tu as bien résumé. Moi aussi, là, je pense que la responsabilité de Verstappen est évidemment engagée plus que celle d'Hamilton, même si j'aurais tendance à penser qu'ils ont été encore chacun dans leur rôle, et c'est ça le problème. Mais effectivement, là, on se dit, il faut peut-être pas non plus que ça soit à chaque Grand Prix le règlement de compte ou le clash, quoi. Là, ça peut pas durer parce qu'on a une saison géniale avec 2 super pilotes, avec 2 équipes différentes qui se battent. C'est en train de tourner vinaigre, c'est en train de tourner au mauvais esprit et au danger même, c'est vrai. Donc, ça devient, c'est-à-dire encore une fois, c'est vrai que ce soit à mi-course, à mi-Grand Prix de la fin, à un moment, tu te dis non mais bon, attends la fin. Il y a un moment donné, si t'as des manœuvres limite comme ça à faire et c'est pas critiquable, c'est sa décision, c'est un très grand pilote, en tout cas derrière le volant. Bon, tu te dis ok, c'est un choix, mais là quand même, tu te dis bon attends, il restait une trentaine de tours là. C'est des manœuvres, tu le fais à la fin, quoi. Quand t'es absolument sûr que si tu le passes pas, t'es mort. Voilà. Là, il faut absolument pour le championnat les points, mais là, franchement, il restait un paquet de tours pour aller redoubler Hamilton et voire même après remonter. D'accord. Ça, c'est mon avis. Mais... Bon, écoute, je crois qu'on a fait le tour de la question. C'est vrai que c'est un peu le fait le plus marquant de ce Grand Prix et ça atténue un petit peu la victoire de Ricciardo et de McLaren et c'est vrai qu'on en est désolé pour eux, mais on parle un peu plus de cet accident entre les 2 prétendants pour le titre mondial que de la victoire. Même si, et là on enchaîne, Tristan, mais moi je crois qu'honnêtement, Ricciardo aurait gagné.
Parce que tout se passait au mieux. Il prend le meilleur départ, il est devant sur la piste, et on avait compris depuis la veille qu'être devant, c'était peut-être le plus important. L'arrêt au stand s'est bien passé, et même si Hamilton et Verstappen s'accrochaient pas derrière, Ricciardo était reparti devant. Ouais. Avec la menace d'un Norris qui aussi aurait existé, voire d'un Leclerc après. Bon, tout ça pour dire que pour moi, Ricciardo allait gagner, effectivement. Je crois que McLaren, à partir du moment où Ricciardo avait pris le meilleur départ, était là, et c'était marqué, c'était écrit, il gagnait. Oui, et puis bon, après on le voit, le rythme de Pérez en course était excellent. C'est vrai qu'il faudrait qu'il comprenne ou de voir ce qu'il pourrait faire en qualif, parce que c'est vraiment son point faible aujourd'hui, parce qu'en course il fait d'excellentes courses. Mais bon, ça lui servira pas à grand chose à un moment donné s'il part 10e à chaque fois. Bon, bref, mais en tout cas, le rythme de Pérez était excellent. On peut légitimement penser que Verstappen n'aurait pas été franchement beaucoup plus vite que lui, voire même pas plus vite que lui dans sa situation. Et on voit que il est revenu un peu, puis après ça a stagné. On peut tout à fait quand même imaginer qu'il était en train de pousser comme un malade sur Norris. Finalement, l'écart était stable. Et sur Ricciardo, Norris, c'est pareil. À un moment donné, il a tenté le coup de politique interne. Je trouve que la réaction du team a été excellente, de remettre le petit à sa place et quand même de faire comprendre à Ricciardo, là, faut envoyer parce que derrière ça pousse. L'attitude, je trouve, et la gestion de la situation par McLaren, elle a été pour moi parfaite. Sportivement et humainement, elle a été parfaite. Et à l'arrivée, d'ailleurs, les deux pilotes, franchement, ont été tout à fait corrects. Chacun pense ce qu'il veut, mais la gestion a été aussi bien des pilotes que du team excellente. Et franchement, le niveau de perfo de McLaren, ce doublé, les circonstances sont ce qu'elles sont. Mais en tout cas, ce doublé n'est pas volé. Non. Et surtout pas la victoire de Ricciardo, parce que même si Norris, et je pense que s'il avait pu venir dans le DRS, il l'aurait fait. Je pense que même si on pouvait sentir qu'il était peut-être un tout petit peu plus, mais franchement, pas grand-chose. Non. Un tout petit peu plus facile, ou avec cette attaque, parce que c'est quand même plus facile d'être deux. T'as ton équipier devant, d'aller te mettre à 110% pour aller montrer. Mais il y a un moment donné, quand il est arrivé à une 4, une 5, une 6 dans ces eaux-là, ça a stagné. Alors il est venu un peu pleurer à la radio, mais il y a un moment donné, quand tu viens pleurer, tu viens montrer. Et quand tu viens montrer, il faut au moins rentrer dans la zone de DRS pour venir un peu en bowling droite pour dire à l'équipe, là les mecs, ça se voit. Faudrait peut-être faire quelque chose. Il l'a jamais fait parce que je pense tout simplement qu'il avait du mal. Donc encore une fois, ça va dans le sens de cette victoire de Ricciardo. Premièrement parce que c'est un garçon qui aspire la gentillesse et franchement, il le mérite. C'est la première victoire de McLaren et c'est lui qui l'a. Tout le monde l'attendait, celle de Norris, c'est lui qui l'a. Je crois qu'on avait tous parié que oui, McLaren dans 23 Grands Prix dans l'année tel que c'est prévu allait en gagner un parce que c'était l'outsider vraiment et que ça allait à un moment donné forcément clasher entre Red Bull et Mercedes ou que ça passerait pas. Mais depuis le début de l'année, non, c'est plutôt Ocon finalement qui avait réussi le hold-up, mais on se disait pour McLaren ça devrait passer. Et si on devait faire un pari d'une victoire McLaren, effectivement vu ce qui se passe depuis le tout début de l'année, on aurait parié pour Norris. Donc je pense que oui, Norris avait les boules, mais qu'on ne peut rien enlever à Ricciardo. Non, c'est bien mérité. Bravo à Ricciardo qui a fait un week-end parfait. Alors, il pouvait pas, je pense qu'il pouvait vraiment pas faire mieux. Et puis McLaren le doublé, c'est vraiment exceptionnel. Sachant qu'il faut juste se remémorer que il y a 8 mois, on pouvait limite parler de dépôt de bilan quand même. Alors déjà, on se rappelle que la dernière victoire de McLaren, quelle équipe prestigieuse, là vraiment on parle des sommets de la F1, n'empêche, ça fait quasi 10 ans qu'ils n'avaient pas gagné. 2012, Brésil 2012, alors j'anticipe par rapport à 2022, mais quasiment 10 saisons, d'exercice de 10 saisons sans victoire pour une équipe aussi prestigieuse que McLaren. C'est vrai que ça, on avait peut-être oublié. Le doublé 2010, 12 ans, on va dire ça comme ça. Donc effectivement là cette équipe prenait un peu de ses cendres, mais dans les années de cette nouvelle ère de moteur hybride, oui c'est vrai que McLaren était tombé au fond du trou parfois. Finalement, sans faire de grande philosophie, mais finalement ça vient aussi avec une nouvelle génération dans le management des teams, et ça va aussi bien pour McLaren avec parce que là quand même il y a eu quand même des têtes nouvelles. Alors jamais
je dirais que c'était peut-être un bienfait de sortir Ron Dennis, mais en tout cas, que ce soit par Zidler ou son patron, j'ai oublié son nom là, mais Zach Brown. Alors Zach Brown et Andreas Seidel. Et Zidle, oui. J'avais connu chez Porsche, garçon très bien aussi. On redressait la barre de manière relativement exceptionnelle en l'espace de 2-3 ans. Et quand on connaît un peu la F1, la difficulté, le niveau et l'argent que ça implique, le redressement de la situation de McLaren est tout à fait exceptionnel. Et on peut pas mettre ça que sur le dos de l'argent. Donc ça demande une restructuration aussi bien technique, humaine, ce qui a été fait. Donc c'est vraiment c'est très impressionnant. Et on peut dire un peu la même chose de Williams, hein, oui. Parce que on dit George Russell, de rien, mais ce que j'avais dit la dernière fois. Latifi, je suis désolé, là c'est une petite parenthèse, mais quand même, on voit qu'il est de mieux en mieux. Encore une fois, bien, évidemment, on peut pas dire, il a, mais bon, ça n'engage que moi, mais évidemment, on peut imaginer que c'est pas le talent de Russell, mais c'est un pilote d'un bon niveau. Je pense, Russell le tire énormément. La relation dans l'équipe est très bonne. Donc, il prend la speed de l'autre. Mais il n'empêche que, ce qu'on disait la dernière fois, Russell, bourré de talent, très bien, bravo, mais tu ne fais jamais de bons résultats avec une mauvaise voiture. Ça, c'est un mythe, ça. Ça n'existe pas. Ouais. Et on l'a dit la dernière fois, Russell, ok, bravo, mais s'il fait ça, c'est parce que la voiture n'est pas si mauvaise que ça. Ouais. Et là, à Monza, on voyait que Latifi avait un niveau de perfo qui était très bon aussi. Donc les deux Williams, tout ça pour dire que Williams a aussi énormément changé. Et il y a tout un renouvellement. La Formule 1 est en évolution et un peu forcé de constater que le management et la manière dont sont appréhendées cette nouvelle F1, réglementation, technique... fait que aussi bien McLaren que Williams sont en train de redresser la barre. Je suis d'accord. Et ça fait plaisir à voir. Parce que c'est quand même quand même deux teams emblématiques, en tout cas deux noms emblématiques, même si les personnes historiques n'y sont très peu encore. Donc ça fait plaisir à voir. Ouais. Écoute, moi, dans mes petits tableaux d'honneur que je peux remettre pour ce Grand Prix, j'ai quand même envie de nommer les Ferrari. Alors bien sûr, elles sont battues, il n'y a pas de problème, mais Leclerc et Sainz se sont montrés quand même, et à la rigueur, vu la domination qu'on a actuellement de Red Bull ou de Mercedes, c'est vrai que là, revoir les Ferrari pas si loin que ça, avec un Leclerc assez incisif parfois, Sainz qui le suivait, ça m'a semblé pas si mal. Voilà, j'ai envie de dire ça. Ah ouais. Alpine, mine de rien, c'est pas la Hongrie, hein, on gagne pas, mais mine de rien, on est encore les deux dans les points. Alors d'accord, on est 8 et 10, hein, Ocon, mais on est quand même les deux dans les points. J'ai envie de mettre un petit tableau d'honneur parce que même si ça confirme pas ce qui s'est passé en Hongrie, ça maintient quand même un niveau que je trouve assez constant et pas mal. Stroll qui fait 7, j'ai envie de lui mettre une étoile parce que il a su passer à travers quelques gouttes et fallait s'y mettre aussi à la 7e place. Ouais. Hein, il a su mettre un peu dans les graviers aussi son équipier. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est la manière dont il l'a fait, c'était moyen. Vettel perd 4 ou 5 places. Oui. Au moins 4 sur le ralenti. C'était bon, ça c'est moyen, mais Giovinazzi, je pense qu'hélas, il a loupé une belle occasion là. Alors il fait une super course sprint, il fait une super qualif, il est bien en début de course, même puisqu'il nous fait un... Et puis il va se planter en se remettant sur la piste, en accrochant Sainz, c'est dommage, parce que là... Bon, et puis Bottas, j'avais envie de te poser la question. Alors Bottas, mine de rien, là il se rappelle un peu au bon souvenir de tout le monde, il fait le meilleur temps en qualif, ce que j'appelle qualif, il remporte la course sprint, bon, il a pas de chance, il doit partir dernier. Effectivement, il va pas aller à la force du poignet réussir à conquérir le podium sur la piste et il bute en fin de course contre Pérez. Là, c'est vrai, ceux qui pensaient éventuellement que Bottas allait mettre tout le monde d'accord, non, il a pas mis tout le monde d'accord, il est resté 4e, on va dire ça, même si finalement il récupère la 3e place. Mais sur l'ensemble du week-end, Bottas est apparu solide, est apparu au niveau d'Hamilton, je veux dire ça. Hein, voilà. Tout à fait. Alors, est-ce que tu crois que ça peut être une sorte de libération parce que de toute façon, il sait maintenant qu'il sera plus chez Mercedes et que...
C'est difficile à dire. Alors bon, Monza est assez atypique. Bon, c'est quand même un tracé un peu atypique. Il y a deux chicanes, Enesmo, un peu Ascari. Enfin, c'est quand même une ambiance et tout est sur les freins. Enfin, ça peut demander des feelings un petit peu différents, Monza. Bon, toujours est-il que c'est certain. Là, le fait que tout a été officialisé, il doit se sentir un peu plus. Ça, forcément, dans sa tête, c'est clair. Voilà. Et donc là, tout ce que je vais faire chez Mercedes, c'est du plus. Qui tarte la voiture ou pas, il va pas se faire virer avant les 8 Grands Prix, et de toute façon il arrête à la fin de l'année. Donc c'est vrai que de toute façon ça ne peut être qu'une libération, ou en tout cas une clarification de sa situation, et mentalement pour lui les choses sont devenues claires, donc ça ne peut aller que dans le sens de la perfo pour Bottas. Ça peut expliquer effectivement le fait qu'il ait fait vraiment jeu égal, voire même un peu mieux qu'Hamilton sur l'ensemble du week-end. Bon, écoute, en tout cas, on le verra rebondir. Et en plus, il n'est pas au chômage non plus. Il sait qu'il rebondit en tant que numéro 1 dans une équipe qui certes est peut-être en deuxième moitié de tableau, on le voit tous, mais qui a de l'ambition. Et ça pourrait peut-être rebondir bien. Bon, allez, on va te libérer. Donc voilà, pour ceux qui nous regardaient donc sur la chaîne YouTube de l'Afterlab, l'épisode vidéo de manière très spontanée, en live, quand on fait un enregistrement avec Tristan, c'est en une prise, et puis on y va. C'est un petit peu improvisé, mais on est toujours ravi d'avoir tes avis qui sont très tranchés. Ouais, tranchés, mais on apprécie justement que tu ne sois pas en langue de bois et que tu dis les choses franchement et que tu n'hésites pas à donner ton avis. Ça, c'est vraiment ce qu'on recherche et tu le dis. Voilà, donc mon cher Tristan, je me permets de te rappeler que le week-end prochain, tu seras en action en European Le Mans Series à Spa. Ouais. Bon, donc j'espère déjà que tu auras une meilleure météo que pour la F1. Ouais. Ah bah pire me paraît compliqué. Oui, voilà, tu pourras pas avoir pire. Maintenant, on risque d'avoir quand même un peu de pluie. Ah oui, quand même, les prévisions, là, c'est moyen. Le forecast est moyen, mais... Voilà, bon. Et tu retrouves un circuit quand même que tu adores. Ouais, absolument. Entre Monza et Spa, t'as une préférence? Oui. Ouais, Spa. Oui, voilà. Spa. Monza, pour moi, ça fait partie. C'est très plaisant. Très plaisant à y rouler. Ascari, c'est top. Et la grande ligne droite, d'avoir des top speed comme ça, c'est vraiment sympa. Mais bon, j'ai jamais eu forcément d'affect avec le circuit en lui-même. Spa, ça reste quand même Spa, évidemment on parle tous du Raidillon, mais tout le secteur 2 avec Pouhon est vraiment top, Blanchimont, donc c'est vraiment un circuit un peu à part, et on est nombreux à le penser, mais c'est vrai que on adore ce circuit, et c'est, je pense, pas un hasard si la majorité des pilotes on Spa comme circuit favori. Voilà. Bon, on est de tout cœur avec toi, plein de bonnes choses, avec ton équipe du Ken Team. Oui, on sait que vous êtes des outsiders peut-être dans ce championnat, mais que vous avez une carte à jouer à chaque fois. Et je veux croire que tu vas encore être capable de mettre ton équipe en évidence, toi et tes coéquipiers bien évidemment, mais que ça peut bien le faire. Qu'on mette tout dans l'ordre. Voilà. Bon, merci Tristan. On se retrouve peut-être dès que possible dans l'Afterlap, puisque là il va y avoir une petite pause F1, on verra par rapport à nos plannings respectifs, mais si on peut te retrouver évidemment régulièrement jusqu'à la fin de l'année, on va pas se gêner. En tout cas, je te remercie. Merci à vous. Bon déplacement en Belgique. Merci à vous et à bientôt donc dans l'Afterlap, le podcast du sport.